Bonjour et bienvenue dans Mon stress, mon allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des styles d'attachement pour apprendre à mieux se connaître son fonctionnement pour ramener plus de légèreté dans la vie. Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement? Hello, comment vous portez-vous aujourd'hui? Comme je viens de vous le dire, nous allons aborder le thème de l'indépendance affective. Pendant longtemps, je n'ai pas toujours compris certaines réactions que j'ai pu vivre dans mon adolescence et début de ma vie d'adulte. Le parcours de connaissance de soi que j'ai initié alors que j'avais à peine 20 ans m'a permis de mettre des mots sur ce qu'il se passait à l'intérieur de moi et de cerner qui j'étais, mais surtout comment je fonctionnais et principalement lorsque j'étais en lien avec l'autre, dans mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Cela m'a vraiment été d'un grand secours pour pouvoir comprendre ce qui pouvait bien se passer à certains moments et pourquoi j'avais certaines réactions. En effet, dans mes relations de couple notamment, je ne comprenais pas ce besoin que j'avais parfois de me couper, de m'éloigner de l'autre. Non, il n'y a pas que les hommes qui ont besoin parfois de se réfugier dans leur grotte quand on parle de Mars et Vénus. Ou bien parfois, dans mes relations amicales, d'avoir pu de temps à autre avoir des attentes démesurées. Parce que, et je l'ai compris plus tard, moi-même je donnais sans compter. Et sans doute inconsciemment, j'en attendais la même chose en retour. J'avais cette impression de me perdre parfois dans les relations, mais aussi de m'éloigner, de me couper de l'autre. Je ressentais ce besoin étrange, presque irrationnel, de m'échapper parfois, de me protéger, de prendre du recul, comme un mécanisme de défense qui m'échappait complètement. J'ai aujourd'hui un rapport plus apaisé, beaucoup plus libre vis-à-vis des personnes de mon entourage. Mais je ne regrette pas ce parcours et cet inconfort, car ils m'ont permis, à certains moments, de me rendre compte de ce qu'il se jouait. Cela m'a éclairé plus tard de connaître le mécanisme que j'activais en cas de dispute notamment, ou lorsque quelque chose me stimulait ou n'était pas tel que je l'aurais souhaité. Il s'agit de la théorie de l'attachement. Avoir découvert cette théorie, dont je vais vous parler aujourd'hui, m'a donné l'occasion de mieux me comprendre, accueillir mes réactions, pouvoir les expliquer à l'autre et surtout trouver des pistes pour que cela se solutionne au mieux. J'aimerais donc aujourd'hui vous parler des liens d'attachement et de l'indépendance affective. Ce concept est souvent mal compris, mais il est essentiel pour se libérer des dépendances émotionnelles qui peuvent parfois empoisonner nos relations. Est-ce que cela vous parle ? C'est en fait il y a quelques années dans mon parcours de formation continue que j'ai découvert ce modèle qui explique que nous avons tous une manière unique de nous relier à l'autre. Cela provient en grande partie de la manière dont nous avons été accueillis dans les premières années, voire les tout premiers instants de notre vie. En effet, nos comportements relationnels sont largement influencés par nos tout premiers instants et par les relations que nous avons eues avec nos figures d'attachement, souvent avec nos parents ou toute autre figure parentale. Comme le disait Jacques Brel, on passe en fait sa vie d'adulte à guérir de son enfance. Dans ce modèle, il existe 4 types d'attachement. Je vais rapidement les passer en revue. Le premier, c'est l'attachement sécurisé. Ceux qui présentent ce style se sentent à l'aise, tant dans la proximité que dans l'indépendance. Ils savent demander de l'aide quand ils ont besoin et aussi se retirer lorsque c'est nécessaire, en toute sérénité. Cela ne provoque ni stress, ni anxiété. Le deuxième style, par contre, c'est l'attachement anxieux.
Ici, à l'inverse, la peur de l'abandon domine. Les personnes ayant ce style peuvent se sentir constamment en quête de validation et d'affection, en quête de démonstration, au point de se perdre dans leurs relations et de demander beaucoup de preuves d'attachement à l'autre en exerçant une certaine pression. Le troisième style, et celui que je connais assez bien, c'est l'attachement évitant. Ces personnes ont tendance à se couper émotionnellement de l'autre pour éviter la vulnérabilité. Elles peuvent avoir des difficultés à s'engager pleinement dans une relation, préférant garder une certaine distance émotionnelle. Cela est souvent lié à la blessure de rejet qui, chez les personnes qui l'activent, bien souvent vont en fait rejeter l'autre pour ne pas vivre du rejet. C'est un mécanisme inconscient, mais que l'on peut observer dans notre manière de fonctionner, dans les relations, et réaliser que l'on est dans l'un ou l'autre schéma de fonctionnement. Je ne vous en dis pas plus sur les blessures de rejet et autres. Nous aborderons cette thématique lors de la 2e saison du podcast. Le 4e style est l'attachement désorganisé. C'est un mélange de confusion et de peur face à l'autre. Les personnes avec ce style peuvent osciller entre un besoin intense de proximité et parfois un rejet total de l'autre, car elles n'ont jamais appris à prendre soin de leurs émotions, ni comment faire avec tout ce qui peut émerger dans leur relation avec les autres. Bien sûr, tous ces styles d'attachement se manifestent de manière inconsciente. On peut néanmoins en prendre conscience en observant notre manière de fonctionner lorsque nous sommes en relation avec l'autre. En apprenant ces différents styles d'attachement, j'ai pu mieux comprendre certains de mes comportements et certains des comportements des personnes avec qui j'étais en lien. Pour ma part, par exemple, ce besoin de m'éloigner, ce que je percevais comme un défaut était en réalité une réponse de mon style d'attachement, une manière pour mon système de me protéger. Ce besoin de me retirer était en effet ma manière de réagir inconsciemment à des blessures du passé qui pouvaient se réactiver. Sans m'étendre trop longuement, mes parents étaient indépendants, étaient assez absents. La distance émotionnelle était quelque part un modèle que j'avais internalisé en moi, inconsciemment. Ce réflexe automatique était une manière inconsciente, un mécanisme pour sécuriser mon espace intérieur, ma manière de réguler mes émotions face à la pression que je pouvais ressentir dans mes relations. Pourquoi est-ce utile de connaître son style d'attachement ? Tout comme je vous le répète depuis le début de ce podcast, c'est pour mieux se connaître, car plus on se connaît et plus on peut ajuster nos manières de réagir pour vivre plus sereinement. Identifier et prendre soin de nos blessures d'attachement est aussi un chemin pour développer l'indépendance affective. Cela signifie apprendre à ne plus dépendre émotionnellement de l'autre pour être heureux, ne plus remettre notre bien-être et notre sérénité à l'extérieur, ou le reporter sur une relation ou vis-à-vis de quelqu'un, mais être tout simplement en paix avec soi-même. Cela passe par un travail de reconnexion à soi, un processus d'introspection pour comprendre comment nos premiers liens affectifs ont forgé notre manière d'agir aujourd'hui. Vous l'aurez compris, nous agissons ici de nouveau sur le pilier 4 du modèle que j'ai établi pour une bonne gestion du stress et qui faisait l'objet de l'épisode numéro 3 que je vous invite à réécouter si vous rejoignez le podcast en cours de route. L'indépendance affective, ce n'est pas se couper des autres, c'est savoir s'aimer soi-même, se respecter, tout en étant capable de créer des liens sains et équilibrés avec les autres. C'est aussi être capable de maintenir une certaine distance émotionnelle sans tomber dans l'indifférence ou le rejet. C'est en quelque sorte pouvoir être bien seul et ou avec l'autre. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque l'on manque d'indépendance affective, on tombe souvent dans la dépendance émotionnelle, où nos émotions et notre bonheur dépendent du comportement des autres. Si nous laissons cette dynamique s'installer, cela peut engendrer des frustrations, des tensions, voire des conflits dans nos relations. Lorsque nous sommes dans une dynamique de dépendance affective, nos émotions sont souvent étroitement liées aux réactions, aux comportements ou attentes par rapport aux autres. Et donc, c'est un peu comme si on laissait le pouvoir de notre bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre. Cela crée une forme de tension constante, un état d'hypervigilance où nous essayons de contrôler l'incontrôlable et d'anticiper les sentiments ou actions de ceux qui nous entourent.
Ce mode de fonctionnement peut devenir une source importante de stress, de pression intense, alimentant une insécurité intérieure. À l'inverse, en développant une indépendance affective, nous apprenons à reprendre le pouvoir sur notre monde intérieur, à ne plus dépendre de l'extérieur pour ressentir la paix et la sécurité. En nous reconnectant à nos propres besoins et en cultivant un équilibre émotionnel autonome, nous diminuons considérablement cette pression et retrouvons un état d'apaisement. Nous passons alors d'un stress subi à une régulation consciente de nos émotions, libérant ainsi une énergie précieuse pour mieux vivre nos relations et notre quotidien. C'est en prenant conscience de notre style d'attachement et des solutions à mettre en œuvre liées à celui-ci, en travaillant sur nos blessures passées et en cultivant une relation plus saine et aimante avec nous-mêmes, que nous pouvons réduire notre dépendance émotionnelle et gagner en sérénité dans nos relations. Ce processus demande de la patience, de l'empathie envers soi-même, et c'est bien sûr un chemin de guérison. J'aimerais aussi ajouter un point clé. Souvent, nous cherchons à combler un vide intérieur par l'autre. Or, l'indépendance affective nous invite à cultiver une relation épanouissante avec nous-mêmes avant tout. C'est en retrouvant notre équilibre intérieur que nous pourrons créer des liens plus harmonieux avec les autres, dans le respect de nos besoins et de ceux de l'autre. Comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, lorsque l'on remplit les coupes de chacun de nos besoins, ce que l'autre nous offre est juste du bonus. C'est super agréable et ça nourrit nos besoins, mais à l'inverse, sans l'autre, on n'est pas en déficit. Nos besoins continuent d'être nourris malgré tout. Quelques pistes maintenant pour avancer vers plus d'indépendance affective. Première étape, reconnaître ses propres blessures émotionnelles et comprendre comment elles influencent nos relations. Ensuite, apprendre à se détacher émotionnellement des comportements des autres, sans tomber dans le rejet. Cela rejoint l'un des accords Toltec de ne pas en faire une affaire personnelle. Cela me donne d'ailleurs l'idée à l'instant d'un épisode pour plus tard, pour vous décrire ces fameux 4 accords Toltec et en quoi ils peuvent aussi nous aider à établir un quotidien plus apaisé. Mais soit. Le troisième point, c'est d'écouter ses besoins et savoir les exprimer de manière claire et respectueuse. Avoir recours s'il le faut à la communication non violente, appelée aussi CNV, qui nous donne des étapes claires et précises pour pouvoir aller vers l'autre et lui manifester nos ressentis et nos besoins. Un 4e point, c'est de cultiver l'autocompassion. Être bienveillant envers soi-même dans nos moments de doute ou de vulnérabilité est essentiel. Savoir se donner de l'empathie plutôt que de se juger, de se critiquer et de culpabiliser. Enfin, c'est de prendre du recul régulièrement pour mieux se retrouver et comprendre ses émotions. Si vous vous reconnaissez dans ce besoin d'indépendance affective, sachez qu'il est possible de trouver des clés pour transformer vos relations, en commençant par la plus importante, celle que vous avez avec vous-même. À côté de cette théorie de l'attachement, j'aimerais vous parler de la théorie de miroir, développée notamment par Jacques Lacan. C'est un psychiatre du XXe siècle. Cette théorie nous offre aussi un éclairage précieux sur la manière dont se déroulent nos relations, qu'elles soient harmonieuses ou conflictuelles. Et cela peut être un magnifique outil de compréhension et d'évolution personnelle. Avez-vous déjà vécu cette situation où, en vous connectant à une autre personne, vous ressentez rapidement un inconfort face à certains traits ou comportements chez elle? Peut-être est-ce ce collègue trop exigeant, cet ami un peu trop distant ou ce partenaire parfois égoïste qui vous agace profondément. Et si au lieu de chercher à vous protéger de cette personne ou de rejeter ce qu'elle provoque en vous, vous vous demandiez plutôt « qu'est-ce que cette situation vient refléter de moi ?» C'est là que la théorie du miroir entre en jeu. Jacques Lacan explique que nous construisons notre identité à travers les interactions avec les autres. Les traits que nous percevons chez eux, qu'ils nous plaisent ou non, agissent comme un miroir, nous renvoyant des parties de nous-mêmes. Alors parfois ce sont des facettes que nous rejetons, que nous avons réprimées ou que nous n'avons pas encore pleinement intégrées. Prenons un exemple.
Imaginons que nous trouvions notre partenaire particulièrement égoïste. 3 possibilités se présentent. La première, c'est que ce comportement reflète une part de nous-mêmes que nous n'acceptons pas. Peut-être au fond, sommes-nous parfois égoïstes nous aussi, mais nous n'osons pas l'admettre. Et c'est plus facile, inconsciemment, de la rejeter chez l'autre. Plus on va accueillir cette facette de nous, plus on aura facile à intégrer ce dit défaut chez l'autre. La seconde possibilité, plus subtile, est un reflet inversé du miroir. Ce partenaire met en fait en lumière un déséquilibre en nous. Par exemple, le fait que nous donnions trop et que nous nous oublions parfois. Et que de temps en temps, il serait peut-être bon pour nous d'être un petit peu plus égoïstes. La troisième, c'est que, sans nous en rendre compte, nous avons parfois ce comportement que l'on condamne chez l'autre vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous traitons parfois de la même manière que ce que l'on reproche aux autres. Ce qui nous irrite chez l'autre va pouvoir le mettre en lumière. Dans tous les cas, cette interaction et ce qui nous stimule va nous révéler une information précieuse pour mieux nous connaître et ajuster nos schémas de fonctionnement. Ce concept peut paraître un peu inconfortable, parce qu'il demande à nouveau un réflexe d'introspection et de transparence vis-à-vis de nous-mêmes. Mais c'est en acceptant de regarder ces reflets en pleine conscience, sans se mentir, mais surtout aussi sans se juger, que nous pouvons commencer à transformer ce qui nous dérange chez l'autre et donc chez nous. Les liens d'attachement et nos blessures émotionnelles. Ce phénomène est encore plus marquant dans les relations de couple, où nos blessures émotionnelles se reflètent le plus souvent. Ces blessures, souvent issues de notre enfance, peuvent rester tapies dans l'inconscient, mais influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Par exemple, 2 personnes ayant vécu des carences affectives similaires peuvent être attirées l'une vers l'autre. Leur relation devient alors un terrain fertile pour guérir, mais seulement si chacun fait le travail de regarder ses blessures en face. Sinon, celle-ci risque de fragiliser la relation. C'est un processus délicat, mais tellement libérateur. Alors l'idée n'est pas du tout de se blâmer ou de se juger, mais au contraire d'adopter une posture de curiosité et de bienveillance envers soi-même. En se posant ces questions, qu'est-ce que cette relation m'apprend sur moi ? Quels ajustements puis-je faire pour sortir de mes schémas de stress ou d'inconfort ? Comment pouvons-nous utiliser cette théorie du miroir pour vivre moins de stress et plus d'apaisement dans nos relations ? 1. Comme toujours, en observant nos réactions. Lorsque nous ressentons de l'irritation ou du stress face à quelqu'un, il est bon de prendre un moment pour se demander « Qu'est-ce que cette situation vient réveiller en moi ?» 2. Identifier nos besoins. Parfois, ce qui nous dérange chez l'autre révèle un besoin non comblé chez nous. Peut-être par exemple, avons-nous besoin de poser des limites, de nous affirmer davantage ou simplement de prendre du recul. 3. En pratiquant l'autocompassion. Ce que nous voyons chez l'autre n'est pas là pour nous accuser, pour nous pointer du doigt ou nous dévaloriser, mais pour nous offrir une opportunité de croissance, d'aller nous connaître un peu plus et ajuster ce qui nous dérange dans le but de vivre toujours plus de paix intérieure et d'harmonie. Et enfin, en 4, c'est d'adapter nos comportements. Une fois en effet que nous avons identifié ce que la relation reflète en nous, nous pouvons explorer comment nous pouvons ajuster notre façon d'être ou de réagir pour sortir des schémas répétitifs qui nous maintiennent dans l'inconfort. Bien sûr, il n'y a aucune obligation d'entamer ce chemin. De nouveau, tout est une question de choix. Est-ce que je veux vraiment une vie plus apaisante et plus sereine ? Bien sûr, ce processus doit se passer dans le respect de notre rythme et de nos inconforts. C'est pour cela qu'il est parfois utile de faire le travail en étant accompagné. J'ai moi-même beaucoup lu, écouté, relu de concepts du développement personnel qui m'ont permis de comprendre ce qu'il se passait et comment je fonctionnais. Mais c'était une étape, la première, dont le mental a parfois besoin, mais comme je l'ai souvent répété, savoir avec son mental ne suffit pas toujours. Il faut ensuite intégrer les choses. Et personnellement, je me suis faite accompagner dans les étapes suivantes, car j'avais besoin de repères, de balises et surtout de soutien.
Ce processus n'est pas confortable, mais il est tellement libérateur. Je ne regrette rien et à mon tour aujourd'hui, je peux accompagner l'autre à faire ce chemin. Tout en continuant d'ailleurs à avancer dans mon propre parcours où j'applique ce que je transmets. En effet, il y a forcément encore des situations ou des relations qui me stimulent, même si je l'avoue beaucoup moins qu'avant. Et lorsque ça arrive, voici quelques exemples de questions que je me pose pour parcourir tous les angles d'une situation ou d'une relation stimulante. Ces questions sont: que dois-je comprendre ici? Qu'est-ce que cela dit de moi? Est-ce que ce qui m'irrite chez cette personne, c'est quelque chose que je n'arrive pas moi-même à faire? Quelqu'un, par exemple, qui me mettrait une limite, est-ce que cela me stimule car je n'arrive pas moi-même à le faire naturellement? Est-ce que ce qui m'irrite chez cette personne, c'est quelque chose qui se trouve chez moi aussi, mais que j'ai un peu du mal à avouer? Ou est-ce que ce qui m'irrite dans le comportement de l'autre, c'est quelque chose que je me fais également subir sans m'en rendre compte? Inconsciemment, j'ai ce propre comportement avec moi-même. Lise Bourbeau parle d'ailleurs de ces 3 axes concernant son travail sur les blessures de l'âme. Lors de la saison 2, je consacrerai un épisode à les aborder. En conclusion, finalement, ce que nous renvoient les autres et ce qui nous stimule chez eux, même si cela peut être difficile à accepter, j'aime le voir que c'est une invitation à grandir, à mieux se connaître et à cultiver, en fin de compte, des relations plus authentiques et équilibrées. En prenant conscience de ces dynamiques et en adaptant nos schémas de fonctionnement, nous pouvons alors alléger le poids de certaines interactions et donc réduire notre stress et surtout avancer avec plus de sérénité. Je vous laisse avec cette réflexion. N'oubliez pas qu'au lieu de voir le stress ou l'inconfort dans nos relations comme une menace, nous pouvons choisir de les accueillir à nouveau comme une opportunité de transformation. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est à coup sûr un chemin tracé vers plus de sérénité. Je serai comme à l'habitude ravie de lire vos ressentis et vos expériences sur ce sujet. Je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Stress, Mon Allié. La semaine prochaine, nous nous demanderons comment on peut bien se foutre la paix. Tout un programme. Portez-vous bien. J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit « 8 clés pratiques pour s'apaiser » dont vous retrouverez le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab. Rendu possible